Hello. Hello! Ah, la Tu lumière, m'entends pas? je t'entends. Tu m'entends? Ah, tu m'entends? Je t'entends pas. Ah, attends, je vais essayer sur les oreillettes alors. Mince, Est-ce que tu attends. m'entends là? Là non plus. Ah, toujours pas? Mince. Oh, bah mince, qu'est-ce qui se passe? Attends. Alors, comment... Tu m'entends? Moi, je t'entends, ouais, je t'entends très bien. Ouais. Ok. Ah oui, je vais l'enlever comme ça. Alors, on a un petit problème technique, c'est-à-dire... Est-ce que tu peux déconnecter tes écouteurs? Ok. Je crois pas. Ah, c'est mieux, là. Ouais, je t'entends, Oui, ouais. c'est Tu beaucoup m'entends? mieux. Super. Voilà, parfait. Bon, merci beaucoup, Yves, d'être là ce soir. Bah écoute, Euh, avec grand ça, plaisir. ça me paraît important d'avoir un comédien qui fait du théâtre, mais également qui fait du doublage. Parce que Oui, pendant cette année de confinement, été, reconfinement, couvre-feu interminable, moi, par exemple, j'ai beaucoup regardé des séries, des films, et c'est vrai qu'on ne pense pas souvent aux gens qui doublent les personnages. Donc, ça me paraissait important quand même de mettre quelqu'un comme toi dans la lumière parce que tu es une personne qui est dans l'ombre mais qui mhm. participe au succès des films et des séries. Donc, un grand merci à toi. Bah écoute, je t'en prie, avec grand plaisir. Tu vas bien? Bah écoute, on fait aller, ça va. Écoute, et Ça toi, va? comment vas-tu? Très bien, ça va. Ça va, il fait beau chez moi, donc ça va. Le soleil permet de garder la pêche. Oui, Donc, j'avoue que le voilà, soleil aide beaucoup. c'est ça. Du coup, comme une première interview, je vais un peu parler en première question de toi, ta vie, ton œuvre. Donc, si tu peux nous dire un petit peu, nous raconter quel est ton parcours. Eh ben, écoute, voilà, je crois qu'aussi longtemps que je me souvienne, bah, je crois que j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est quelque chose qui est arrivé très jeune, dans mon souvenir. Je crois que déjà, quand j'étais à l'école élémentaire, quand il y avait des petits spectacles qui se montaient, j'étais toujours le premier à dire je veux participer, je veux participer. Donc, l'appel de la scène est venu assez tôt. Et je sais que comme anecdote assez rigolote, bah, j'étais et je reste un grand fan de Louis de Funès, qui est pour moi une Ouais. de mes références. Et je sais que quand je partais en vacances avec mes grands-parents l'été, je connaissais les répliques de la plupart des films de Funès par cœur et je pouvais réciter les répliques tout le trajet pendant tout le trajet en voiture. Je crois que ça devait rendre sans doute fou mes grands-parents. Fou. Non. Mais voilà. Du coup, c'est drôle parce que finalement, ça me fait aussi penser à la voix et au doublage, parce que finalement, il y avait aussi ce truc, tu vois, de retenir des répliques et de les Mm, restituer. Donc, il y avait aussi finalement quelque chose inconsciemment, quelque chose qui était déjà présent à ce moment-là. Et, complètement. et écoute, bah, après ça, donc j'ai fait pas mal de théâtre dans des compagnies amateurs. Ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait des études en théâtre à la fac. Et Mm, ensuite, pour ma maîtrise à bac plus 4, j'ai fait une demande pour aller à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Et c'est là que je suis venu m'installer à Paris. Et du coup, à côté de ça, j'ai fait une école de théâtre, un cours privé. Et du coup, été formé en tant que comédien. Et à la suite de ça, j'ai fait un an au conservatoire du 9e arrondissement de Paris où j'ai fait une formation de comédie musicale. Donc j'ai pu aussi inclure le ok. chant en plus du jeu. Oui, c'est ça. C'est ce que, dans les souvenirs, je me rappelais que tu avais ce côté chanteur et comédie musicale. Donc, tu fais bien de le rappeler, hein. C'est une casquette en plus, une nouvelle une corde à ton arc. Je pense qui est intéressant pour que ce soit les programmateurs ou les gens qui recrutent pour des pièces de théâtre. Donc, c'est chouette. Et du coup, tu dis que tu as fait au conservatoire du 9e arrondissement. Ça se passe comment en fait pour
penserais au conservatoire? Bah écoute, alors moi j'y étais de 2009 à 2010. Bon, j'imagine que les conditions n'ont peut-être pas tellement changé depuis. Mm. C'était sur audition en fait. Tu passes une audition devant l'équipe d'enseignants, le corps enseignant. Donc je sais que j'avais présenté une ou deux chansons, il me semble. Ouais. Et écoute, et je crois qu'il y avait sans doute aussi une scène de théâtre à préparer, c'est possible. Mon souvenir un peu lointain. Donc c'est Mais, une audition, quoi. voilà, c'était sous forme d'audition, tout à fait. Et du coup, suite à l'audition, j'avais reçu un appel disant que j'étais donc accepté. Et du coup, j'ai fait un an au conservatoire du 9e. Et cette année-là, le parrain de la formation était Richard Cross. Donc, on a eu la chance de l'avoir comme intervenant. Il est venu de temps en temps faire des masterclass auprès de nous. Et on a eu différents enseignants qu'il avait formés dans sa structure parce qu'il forme des enseignants en chant. Et du coup, on a eu en plus, donc certains enseignants du conservatoire et des enseignants du coup de l'école de Richard Cross. Voilà. Ok, donc très très complet. Et en fait, comment on passe, on passe, j'imagine que tu fais les deux, tu es comédien de théâtre, mais tu es aussi comédien de doublage. Et comment en fait on devient comédien de doublage? Alors, bah oui, le doublage, en fait, comment ça a commencé? En fait, ce qui était possible, ce qu'il est un peu moins aujourd'hui, mais donc on va développer ça, j'y reviendrai, mais ce qui était possible à l'époque, moi, comment je suis rentré là-dedans, c'est qu'en fait, je suis allé dans les studios de doublage et en fait, on avait la possibilité d'assister à des séances d'enregistrement. Donc, on pouvait du coup se présenter en début de matinée. En général, les enregistrements commencent vers 9h30, donc on arrivait aux alentours de 9h. Et en fait, on essayait de repérer qui sont les directeurs artistiques. Ce qu'on appelle donc les directeurs artistiques, c'est l'équivalent du réalisateur au cinéma ou du metteur en scène au théâtre. Il est là du coup pour nous diriger, pour nous donner des indications. C'est lui qui propose aussi les comédiens sur les rôles, qui distribue les comédiens sur les rôles. Et en fait, on lui demandait si c'était possible d'assister à une séance d'enregistrement. Donc on pouvait voir les comédiens travailler. Et c'est comme ça du coup qu'on apprenait en fait. On observait et on les voyait faire. Et du coup, ce qui arrivait, c'est que parfois, à la fin d'une séance, quand le directeur artistique avait un peu de temps, on pouvait demander à passer un essai. Voilà. Donc, quand on se sentait aussi suffisamment prêt, après avoir suffisamment observé, le directeur artistique disait, bah écoute, va à la barre, je vais mettre un petit bout de scène et je vais t'écouter sur une scène et voir un peu comment tu te débrouilles. Et du coup, c'était une manière de voir déjà, donc, écouter ta voix, voir un peu comment tu te débrouilles au niveau du jeu d'acteur. Et suite à ça, voir aussi si par rapport au fait qu'il te donnait des indications, si tu réponds bien aux indications assez rapidement qu'il te demande. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on travaille très très vite. Donc c'est vrai qu'il mesure aussi ta capacité à t'adapter, du coup à répondre assez vite à des indications qu'il te donne. Et donc, s'il sentait que du coup, bah, finalement, il se disait, ah, il y a un potentiel, bah, il te demandait à prendre ton CV. Et dès qu'il voyait quelque chose pour toi, il t'appelle du coup pour une séance d'enregistrement et c'est comme ça que ça commence, quoi. D'accord. Je me permets de partager un commentaire de Vanny Oui. Colada, qui est trop fière de ta réussite. Et se souvient de toi, effectivement, au lycée, et que c'était encore qu'un rêve, et tu l'as accompli. Donc, elle est fière de ça. Voilà. Oui, bah oui. Bah, merci Vanessa. Bisous. Je te fais un petit coucou. Oui, il faut en Ouais, bah, profiter. oui. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, voilà, moi, je vais préparer des questions. Et si vous avez Bien des sûr. questions qui vous viennent, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein. Et notamment, je voulais voir avec toi, en fait, justement, comment, maintenant que tu es doubleur, comment ça se passe une journée, est-ce que c'est une journée ou pas, mais comment ça se passe un doublage? Alors, comment se passe un double? Oui, une journée, oui, une journée d'enregistrement un peu type. Ouais. En fait, comment ça se passe? Donc, bah, suite à ça, de ce que je racontais avant, du coup, quand le directeur artistique a vu un petit ou voir un rôle plus important quand on commence à avoir plus d'expérience et qu'il pense à toi et qu'il pense que tu peux donc retranscrire, interpréter, doubler ce rôle, du coup, tu reçois une convocation. Donc, un petit texto te demandant si tu es disponible, tel jour, telle heure. Et évidemment, du coup, ce qu'il faut savoir dans le doublage, c'est qu'en fait, il se base sur le script et sur le texte du personnage. Donc,
plus le rôle est important et plus le texte est important. Donc, ce qu'on appelle le lignage. On est payé à la ligne, en fait. Et donc, forcément, ouais, c'est important de le souligner. Et donc, évidemment, si on prend l'exemple d'une série, des rôles principaux ont forcément un plus gros lignage. Et ensuite, on a ce qu'on appelle donc les guests, qui sont parfois des petits personnages qui interviennent juste le temps d'un épisode et qu'on ne revoit pas par la suite. On a ce qu'on appelle aussi des rôles récurrents, des personnages qui reviennent sur plusieurs épisodes. Et on a donc ce qu'on appelle les ambiances petits rôles. Et c'est souvent par ça qu'on commence. Donc, c'est les petits rôles qui interviennent le temps de 2-3 phrases et qui repartent. Et du coup, forcément, selon si le texte est important ou non, donc forcément, l'horaire de convocation est important ou non. En fait, pour voilà, des petits rôles ambiance, ça peut se jouer sur… Bah là, en ce moment, en fait, comme oui, par rapport à ce que je disais avant, du coup, aujourd'hui, avec la Covid, ben, du coup, on est obligé d'enregistrer seul. Voilà, ouais. Du coup, c'est plus possible de pouvoir enregistrer avec, admettons, pour une scène où on avait une partenaire, où on a beaucoup de scènes en commun, parfois ce qui était possible, c'est qu'on convoquait les deux personnes en même temps pour que ça se réponde le mieux possible. Là, malheureusement, avec les règles sanitaires, c'est plus possible, donc ils sont obligés de nous convoquer un par un. Ouais. Mais ouais, ce qui doit être compliqué quand même, parce que c'est quand même comme un rôle, c'est un rôle, comme tu le disais. Donc, il y a tout le travail de comédien. Alors, moi, je me souviens, la première fois que j'étais entendue, donc on se connaît, mais c'est vrai que moi, je t'avais entendu regarder New York Unité Spéciale, et il y avait un médecin à un moment qui parlait, qui disait 2 phrases, mais j'avais toujours reconnu ta voix, quoi. Enfin, et voilà, donc ça, c'était un petit rôle, un rôle secondaire. Mais maintenant, tu as des rôles plus importants. Est-ce que tu as le droit de nous dire un petit peu sur quelle série tu interviens et quel personnage tu doubles ou pas? Faut pas trop le dire. Bon, je peux dire ce qui est déjà sorti. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas sorti, malheureusement, je ne peux pas le dire pour le moment. Mais bon, il y en a déjà quelques-uns, effectivement. Bon, pour les personnes qui ont regardé Star Trek Discovery sur Netflix, j'avais un personnage dans l'équipe de Starfleet qui était là en première saison, qui s'appelait Troy Januzzi. Voilà, ça c'était mon premier petit récurrent qui est revenu sur 3-4 épisodes. Sinon, sur Grey's Anatomy, j'ai un petit personnage qui est arrivé, qui au départ, bon, on a l'impression que c'est un peu un petit personnage comme ça qui passe. Et puis, il est arrivé là, en saison 16, l'avant-dernière saison, et qui s'appelle Xander Perez. C'est un interne, un mec assez costaud, tout en bonhomie, qui est toujours complètement à côté de la plaque. Il est très, très, très drôle à faire. Et en fait, visiblement, il a beaucoup plu aux fans, parce que j'ai vu sur les sites américains qu'il y a beaucoup de fans qui adorent le personnage et qui veulent qu'il soit plus important. Et du coup, il est apparu 2 fois la saison dernière. Et là, il va… Bon, c'est un petit spoiler, mais bon, comme c'est passé aux États-Unis, voilà, il va revenir. Donc, il va revenir. Donc, j'ai eu l'occasion de le retrouver. J'étais très content. Sinon, là, sur la plateforme Salto, il y a une série qui s'appelle All American, où je double un personnage qui s'appelle Chris, qui est là depuis la première saison. Là, il y a déjà 2 saisons qui sont sorties sur Salto et qui, je pense, va revenir aussi en saison 3. Donc, voilà, que je suis… C'est un comédien que j'ai eu la chance de doubler sur plusieurs projets et que j'ai eu la chance d'être choisi par le client pour le refaire. Donc, ça, c'est vrai, ça. Ouais. Mais ouais, parce que je regardais un film cet après-midi, et en fait, c'est des voix qu'on reconnaît parce qu'elles sont associées finalement à des personnages comme. Voilà. Du coup, je me demandais, toi, est-ce que tu avais un mentor ou une mentor dans l'univers du doublage qui t'inspire, en fait, qui t'a donné envie, ou en tout cas qui te guide un petit peu c'est vrai qu'en mentor, coucou Coraline, en mentor, il y a 2 personnes que je peux citer sont les 2 personnes qui m'ont fait rentrer dans ce milieu. C'est tout d'abord, il y a Mike Dara qui fait la voix de Whoopi Goldberg, entre autres, et qui fait la voix de Monica dans Friends, de Courtney Cox. En fait, j'ai eu la chance, à l'époque, j'avais joué dans un projet de comédie musicale avec elle.
C'était un projet qui traitait de l'esclavage. Et en fait, on avait des amis en commun, on avait sympathisé. Et puis, du coup, j'en avais un peu profité, sachant qu'elle faisait du doublage. Je lui avais posé plein de questions de comment ça se passait. Je lui demandais des conseils. Et c'est vrai qu'elle a été vraiment d'une générosité, d'une disponibilité énorme. Et je l'en remercie parce que, du coup, c'est elle qui m'a un peu donné les clés. Après, quand j'expliquais tout à l'heure, quand j'ai dû aller dans les studios des marchés, c'est elle un peu qui m'a expliqué comment m'y prendre, en fait. Et là-dessus, et qui, en plus, m'a dit aussi qu'elle elle aimait beaucoup ce que je faisais en tant que comédien et c'est elle qui m'avait dit il y a peut-être un truc à creuser dans le doublage, tu dois peut-être tenter ça. Et du coup, c'est vrai que je l'ai un peu écouté, je le remercie. C'est Et c'est énorme, hein. que, ouais. Bravo. Mais j'avoue que, bon, bah, comme bonne fée, c'est vrai que bon, c'est plutôt pas mal. Et la deuxième personne, c'est Barbara Del Sol qui fait entre autres la voix de Jessica Alba. C'est la première qui m'a donné mon contrat de doublage, qui m'a fait confiance. Et c'était sur la série Suits, Avocat sur mesure, où elle m'avait fait faire un procureur sur un épisode. Et ça a été mon premier doublage, quoi. Donc, elle aussi, je lui dois beaucoup. Et pareil, une personne d'une grande générosité. Et je la remercie énormément, évidemment. Et donc, ouais, je dirais ces deux personnes. Et puis après, en tant que comédien dont j'admire le travail, il y en aurait énormément à citer, mais oui, il y a Emmanuel Curtil que j'adore, qui fait notamment Jim Carrey, que je trouve qu'il est un comédien extraordinaire, et en plus j'ai l'occasion de le croiser, et en plus humainement c'est un mec adorable. Ah bah, ça aide, hein. C'est un petit plus, hein. C'est un petit plus, ouais, il est très gentil. Ouais, très très sympathique. Et du coup, à l'époque, quand j'assistais sur les séances d'enregistrement, j'avais assisté sur des plateaux où il travaillait et je trouvais que c'était une leçon de le voir travailler. Ouais, j'ai énormément appris et c'est vrai qu'après, il y en aurait plein d'autres, mais c'est vrai que c'est les noms, je pense, qui me viennent, en tête. Bah, merci. Et du coup, je me posais une autre question. Est-ce que quand on fait du doublage, quand on arrive à un certain niveau, comme ça, on a plus de lignes, est-ce qu'on a une liberté d'interprétation, de proposition, ou est-ce que c'est un peu comme dans le théâtre, hein, ou est-ce que c'est très carré, enfin, je sais pas, est-ce que c'est très cadré? C'est vrai qu'on n'a pas forcément une grosse marge de proposition dans le sens que en fait, les textes sont adaptés. En fait, il y a des personnes, des adaptateurs qui sont donc payés pour faire la traduction, là en l'occurrence en français, et dont le travail aussi, c'est d'essayer de trouver aussi le texte qui se raccorde le plus aussi au mouvement des lèvres du comédien, que ce soit aussi le plus pratique aussi pour nous à jouer. Et c'est vrai que c'est des textes qui sont ensuite envoyés aux clients et qui sont validés par les clients. Donc souvent, c'est vrai qu'on nous demande quand même de respecter au maximum. Après, il peut arriver qu'en séance d'enregistrement, on se rend compte qu'il y a des tournures parfois qui ne fonctionnent pas. Où on l'a dit et on se dit ah, enfin je sais pas, ça fonctionne pas. Donc, parfois, ça peut arriver qu'on fait qu'on fait des petites modifications sur le plateau. Ou parfois, ça peut arriver aussi qu'on n'a pas assez de mots et que finalement le comédien continue de parler et nous on a terminé, on se dit ah mince, et du coup on rajoute parfois des petits mots ou parfois on en enlève quand c'est trop long. Donc, mais c'est vrai qu'on reste quand même assez dans les clous. Mais disons que le moment où ça pourrait se prêter l'improvisation entre guillemets, c'est quand on fait, au début quand je parlais des ambiances, parce que ce qu'on appelle ambiance, parfois ça peut arriver que, admettons, on a un homme et une femme qui sont dans un restaurant et on a donc un bruit de fond où on entend donc un brouhaha qui n'est pas forcément distinct. Et parfois, on nous demande d'improviser. On nous demande d'aller au micro et de faire des conversations pour alimenter un peu, pour qu'il y ait un peu de français qui ressorte en arrière-plan. Et là, le texte, parfois, ils écrivent parfois, les adaptateurs, des petites phrases pour nous aider. Et parfois, il arrive qu'on n'a rien du tout. Donc, on nous demande d'improviser. Ok. Et ça, on t'a prévenu un peu avant ou pas du tout? C'est la beauté d'exercice, c'est qu'on découvre tout sur le moment. D'accord, ok. C'est qu'on arrive, on voit la scène. En fait, il faut savoir que les séquences sont découpées en ce qu'on appelle des boucles. Et les boucles, ça revient à peu près à une minute, on va dire une minute. Donc, on fait minute par minute. Okay. Et il peut arriver on va dire, par exemple, il va y avoir une séquence de 3 minutes, on va dire 3 boucles qui se passent dans un restaurant.
Et là, on va dire, bah, allez-y, improvisez, des conversations. Donc, on est là. Vous voulez boire quelque chose? Non, non. Et puis, du coup, on se met à improviser, Ok. à raconter des choses. L'idée, c'est de pas non plus trop non plus raconter n'importe quoi, mais Oui, c'est ça, c'est d'être dans le thème, dans l'ambiance, quoi. c'est ça. Ouais. Et tu aurais une anecdote drôle ou pas drôle, hein, mais de rêve qui t'est arrivé. Et... Oui, oui, il y a quelque chose auquel je pensais justement sur Star Trek Discovery. En fait, on n'avait pas le produit finalisé. C'est qu'en fait, quand on a commencé à faire le doublage français, les effets Mm. spéciaux, toute la post-prod n'était pas faite. Donc, on voyait les images avec tout le fond vert et on voyait tous les câbles. Et c'est vrai que c'était très drôle parce que du coup, ça cassait un peu la magie. Ouais, c'est un peu chaud de se mettre devant, quoi. C'est ça. Du coup, c'est vrai qu'on voyait, on voyait tout l'envers du décor, quoi. On voyait le perchman, enfin, on voyait limite si on voyait les caméras. Enfin, donc c'était assez drôle de se retrouver à doubler comme ça un produit qui n'était pas finalisé. Et sinon, en termes techniques de doublage, une anecdote assez rigolote qu'on m'a racontée. Ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Une anecdote que je trouve mignonne, c'est en fait, c'était deux jeunes comédiens qui doublaient une scène, et en fait, dans la scène, les personnages s'embrassaient. Ouais, Et c'est vrai que ce qu'il faut savoir dans le doublage, c'est qu'avec la version originale, on a aussi ce qu'on appelle une version internationale, ce qui est en fait une piste sonore où il y a tous les bruitages dessus. Donc ok. souvent, c'est en fait une version qui fournit dans le monde entier pour tous les pays qui doivent donc faire un doublage dans une autre langue que la langue d'origine. Et du coup, ça comprend tous les bruitages ambiants. Et parfois, ça inclut aussi les bisous. Ok. C'est intéressant, Donc, ça. parfois, et du coup, c'est drôle parce que parfois, quand on se retrouve en plateau, on écoute et c'est souvent l'ingénieur du son qui nous dit bah, t'as pas besoin de faire le bisou parce que le bisou est dans la VI, donc t'as pas besoin de le faire. Et du coup, cette fille, elle savait pas comment on faisait les bisous. Et du coup, elle pensait que c'était comme au cinéma, qu'il fallait vraiment embrasser son partenaire. Donc, elle allait partir pour faire un bisou à son partenaire. Et il lui a dit ah, non, 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 mais c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, il y a eu un fou rire général dans la salle. Du coup, ça fait rire tout le monde. Ouais, je suis fan, parce que quand on ne fait pas, on découvre, hein. Elle apprend. C'est C'est ça, plus du coup, c'est. compliqué. Ça peut être un peu gênant. Du coup, c'est vrai que la technique, quand on nous demande de faire le bisou quand il n'est pas sur la version internationale, c'est qu'on prend sa main et on fait devant le D'accord, micro. ok. Ben, ça, c'est fait, parce que je sais qu'on a des gens, on a des gens qui nous regardent et qui vont peut-être revoir cette interview et ils auront un petit tips comme ça par rapport au bruitage et au bisou. Donc ça, c'est chouette. Merci pour le partage. Bah, je t'en prie. Et du coup, à part le fait que pour doubler, vous êtes seul, Mhm. comment ça se passe pour toi depuis un an? Est-ce qu'il y a des retards? Est-ce que tu as moins de contrats par rapport à la crise sanitaire ou ça va? Bah, c'est vrai Comment qu'on c'est? on a le doublage, quand même, il y a cette chance qu'on est dans un secteur où, effectivement, qui a pu continuer à travailler après le premier confinement. Et du coup, c'est vrai que c'était très bizarre parce qu'au sortir du confinement, tous les produits qui étaient en train d'être doublés, tout avait été mis en suspens le temps que le confinement se termine. Et donc, c'est vrai qu'on est sorti du confinement en mai à devoir rattraper tout le retard qu'on avait pris. Et tu l'as sans doute vu, et je pense que plusieurs personnes l'ont vu, notamment sur Netflix, parfois des séries Oui, étaient sorties et la VF n'était pas disponible parce qu'on n'avait oui, pas fini de l'enregistrer tout simplement. Donc il a ok. fallu rattraper tout ce retard. Donc c'est vrai qu'on a eu un été l'année dernière où on a eu énormément de travail jusqu'à Mm, la rentrée. Et c'est vrai que là, à partir de la fin de l'année, début de cette année, on a commencé à ressentir effectivement les conséquences du Covid avec effectivement les tournages qui ont été décalés, les reprises des séries qui se sont fait plus tard que d'habitude, et puis les délais de production aussi où les tournages prennent plus de temps. mm, Là, on le ressent un peu plus maintenant, oui, effectivement. ouais. Effectivement, on sent qu'il y a eu un ralentissement dans le travail. Mais on espère que là, du coup, effectivement, il y a eu des règles sanitaires sur les tournages qui ont été mis en place. Notamment, je crois que les Mm, comédiens sont obligés de se mettre en quarantaine. Donc, en gros, entre leur domicile et le lieu de tournage, ils sont obligés ils sont pas autorisés à faire d'autres déplacements. Ils sont effectivement, du coup, ils passent des tests PCR constamment. Donc, du coup, on sent que c'est en train de reprendre. Donc, on va voir effectivement dans les prochains mois comment ça se passe. Mais oui, là, effectivement, là, l'année dernière, on le sentait pas trop, mais là, on commence peut-être un peu plus là.
sur le début de l'année à le ressentir un petit peu. Mais bon, après, c'est vrai qu'on ne se plaint pas parce qu'on a quand même cette chance de pouvoir travailler. Et c'est vrai que quand je pense à des camarades qui, par exemple, avaient des projets au théâtre, qui Oui, sont, bah, notamment, et puis toi aussi, tu vois, mm, donc c'est vrai que c'est plus compliqué en ce moment. c'est Donc, ça. C'est ce que j'allais te demander par rapport à ton autre casquette de comédien, de spectacle vivant. Est-ce que tu avais des projets? Est-ce que tu en as pour l'avenir? Est-ce que la crise a eu un impact? Enfin, ça a eu un impact, on le sait tous. Mais est-ce que ça, tu as remarqué que du coup, des projets qui déjà se sont passés? C'est repoussé où est-ce que je veux aller à Avignon, enfin voilà, dans ta casquette de comédien de théâtre, comment tu as vécu comment tu vis cette crise? oui, oui, bah, c'est vrai que je jouais dans une pièce musicale qui s'appelle Chat noir, souris blanche, que j'avais joué 2 années de suite au Festival d'Avignon en 2017 et 2018. Et à la suite de ça, on avait plusieurs dates de tournée, notamment il y en avait qui étaient prévues pour 2020, mais effectivement avec la crise sanitaire, ben, ça a été mis en suspens. Au départ, ils ont dit que c'est pas annulé, mais c'est reporté donc, ultérieurement, quand ce sera possible. Mais c'est vrai que du coup, à l'époque, on n'avait pas forcément de visibilité. Et là, c'est vrai que malheureusement, bah, Oui, le temps passe, et voilà. Donc, du coup, c'est vrai que je ne sais pas au final si ça va pouvoir se faire, parce que, bah, évidemment, après, les théâtres, quand ils auront le feu vert, il y aura toutes les programmations qui ont été suspendues. Est-ce qu'il y aura de la place dans les programmations des théâtres pour faire une reprise? Ça, je ne sais pas. c'est Mais ça. ouais, je dirais qu'effectivement, c'est au niveau de ce projet que j'ai senti une conséquence, en Ok. effet. Mm. Et tu as joué dans des comédies musicales avant la crise sanitaire, tu as joué dans des comédies musicales un petit peu connues ou même peu connues, hein, Bah, c'était je sais pas si on peut parler de projets connus, mais j'avais participé. En fait, il y avait Alexis Michalik avant qu'il monte le porteur d'histoire. Il avait décidé de, voilà, il avait le vent en poupe à l'époque, mais bon, il avait décidé de mettre en scène Carmen, l'opéra, mais en fait, il avait un ami musicien qui avait fait tout un réarrangement et il avait réarrangé les musiques à la sauce pop rock. Donc, c'était Julie Zenati qui faisait Carmen, on avait Christophe Mali qui faisait Don José, et en fait, on avait monté l'acte 2 pour les mises en capsule avant que ça Ok. devienne, c'est vrai que les mises en capsule, maintenant aujourd'hui c'est devenu un gros truc, mais à l'époque c'était le petit truc qui montait. Et du coup on avait fait ça, et en fait il avait ce projet de le monter en intégralité. Et je pense que c'était un projet qui était un peu trop ambitieux parce que il y avait énormément, on était au moins une trentaine sur le plateau, plus D'accord. les musiciens, donc c'était un gros projet. Et puis il n'avait pas la notoriété qu'il avait aujourd'hui. Et du coup, bah, ensuite il a écrit le porteur d'histoire, et puis on connaît tous un peu la Ok. suite. C'est ça. Voilà. Ben, on espère qu'il reviendra à ce projet et que on a la chance de te voir sur scène ou Ah, dans qui des sait? petites capsules, dans ces capsules, quoi. Ce serait Bah, chouette. c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire le Roi Lion. J'avais passé les auditions et Ah, j'avais été jusqu'au dernier tour, mais malheureusement, je n'ai pas été retenu au dernier tour. Donc, bon, écoute, c'est que ça ne devait pas se faire à ce moment-là. Mais bon, c'est ça. écoute, j'étais très content en tout cas d'avoir été jusque-là. Et bon, peut-être vous auriez pu me voir dans le Roi Lion, mais bon, ce sera sans doute pour une Peut-être prochaine fois. souvent, Et, on ne sait pas, hein, parce que ça se tourne encore, hein, Noël, donc on ne sait jamais, hein, bah, ça. bien sûr, carrément. Mm. Et du coup, justement, tu as peut-être un agent en soi de toi quand tu te présentes. Je me demandais, c'est peut-être une question bête, mais est-ce que toi tu identifies ta voix, par exemple, bariton, voix, je sais pas, je sais pas si On tu est, me comprends. tu veux dire par rapport à, et si on identifie ma voix, c'est ça? Par rapport à, est-ce que je dois, quand je me présente pour un rôle sur un doublage, enfin, même sur ton CV, est-ce que je Ouais. mets ma voix, elle a cette couleur-là, cette Ah tonalité-là? oui.
Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, c'est vrai que pour les directeurs artistiques, parfois, après, ils l'entendent en t'écoutant parler, mais c'est vrai que parfois, effectivement, je précise le registre. Effectivement, on a Ok. les voix aiguës, on a les voix médiums qui sont entre les deux et on a les voix graves. Donc, Ok. parfois, effectivement, on le précise sur le CV. En plus, moi, comme je fais du chant, moi, je précise que je suis baryton, ce qui est entre les deux. Mais après, c'est vrai que moi, je sais que j'ai cette capacité de me déplacer vocalement. Donc, Ok. parfois, ça peut arriver on me mette sur un comédien qui a une voix plus grave et qu'on me demande, bon, là, il va falloir que tu ailles dans tes graves, Yves, ou qu'on me mette sur un jeune et qu'on me dise, bon, là, il va falloir que tu t'allèges. Donc, après, c'est ce qui est Ok. drôle aussi de pouvoir un peu moduler, jouer un peu avec sa voix. Hmm. Mais oui, oui, effectivement, on peut effectivement le préciser sur le CV et le registre de voix. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que parfois, justement, bah, voilà, tu viens répondre à la question, on adapte sa voix en fonction de l'ambiance des personnages, ça a répondu à ma question. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même une aisance vocale et ça demande un travail. J'imagine, au niveau de ta voix, tu dois en prendre soin comme un chanteur, en fait, pour tenir ça. Bon, bah, waouh. Et surtout, effectivement, quand le rôle est important, parce que c'est vrai que j'ai pu m'en rendre compte, le rôle le plus important que j'ai fait, c'était un téléfilm de Noël pour TF1, où c'était le rôle principal. Et c'était 2 journées d'enregistrement, du matin au soir, parce que effectivement le lignage était très important. Et c'est vrai que du coup, c'est là qu'on se rend compte quand on se retrouve à devoir doubler un rôle aussi important, c'est effectivement de tenir sur la longueur, quoi. Donc c'est vrai que ça demande quand même effectivement d'être quand même effectivement je m'étais couché de bonne heure la veille, j'ai fait en sorte d'être en forme parce qu'effectivement on est sollicité du coup constamment et ça demande aussi d'être du coup échauffé vocalement, d'être et, et, puis comme je disais effectivement les enregistrements vont vite parce que je sais que par exemple pour un film je crois que c'est 5 jours et demi à 6 jours d'enregistrement pour tous les rôles et pour une série on fait 3 épisodes sur 5 jours. Ah ouais, c'est Donc, au revoir, hein. il Ouais. faut aller vite. Et c'est vrai qu'en ce moment, d'autant plus avec donc les règles sanitaires où ils nous font un par un. Donc, on est obligé quand même d'être efficace parce que du coup, si on prend trop de temps et du coup, ça fait que ça retarde tout le planning derrière et que du coup, Ouais. le directeur artistique et l'ingé son va finir, au lieu de finir à 19h, il risque de finir à minuit et il ne peut pas se le permettre non plus. Donc, c'est vrai que ça implique quand même d'être assez efficace. Mais après, effectivement, après, de toute façon, c'est une gymnastique qui se développe, ça s'apprend. Et Et c'est ton outil de travail, donc mm, il y a Benjamin qui demande de tu prends soin de ta voix comme les chanteurs de Broadway. mm, J'ajouterais comme c'est une jambe, parce qu'on sait que il fait hyper gaffe, limite ça part pas pendant 24 heures. C'est ça, mm. c'est aussi des règles de vie euh, en préparation d'un tournage qui dure plusieurs jours, j'imagine. Ouais, ouais. Et c'est vrai que ça implique une excellente diction. Donc, bon, ça, je sais que j'ai eu des cours de théâtre, on m'avait énormément fait travailler la diction. Donc, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a jamais dit en plateau, que la diction, c'était, Oui. il va falloir travailler ta diction. Et c'est vrai que la diction est importante. Donc c'est vrai que ça peut aussi passer par faire travailler son articuline à la maison, quoi, Des exercices, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Bon, bah, je vais te demander où on peut enfin, découvrir ou redécouvrir, enfin, bah, comment on peut suivre ton parcours. Voilà, dis-moi. je suis sur Facebook. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, voilà, Yves Letzalter. J'ai aussi une petite page Vimeo. Voilà, où Ok. on peut m'ajouter. Là, j'y mets en général, parfois, j'y publie des extraits de mon travail en doublage. Parce que parfois, c'est vrai que pour certains directeurs artistiques, ce que je mets sur le CV, c'est que je mets un lien parce que je me fais une démo de doublage. Donc, c'est, tu vois, un montage de plusieurs extraits de doublage que j'ai fait. Donc, Ok. ça leur permet de pouvoir voir un peu ce que j'ai fait et de m'écouter. Donc, il y a Vimeo. Et puis, sinon, pour les personnes qui s'intéressent, il y a un site de référencement de doublage qui s'appelle RS Doublage, Ok. qui est en fait rsdoublage.com, où en fait,
où on a la possibilité, nous, en tant que comédiens et comédiennes, de s'inscrire et donc de lister les comédiens ou les comédiennes qu'on a doublés. Donc, ça permet aux gens parfois de voir de suivre un peu notre parcours, de voir un peu les différents comédiens ou comédiennes qu'on a pu doubler. Ok. Voilà. Tu me permettras de mettre ça dans le lien avec la petite vidéo replay. Ça te va? Ok, ça Ouais. marche. Super. Bon, ben, je termine toujours mon interview par l'interview en un mot. Donc, je n'ai pas de prompteur, je regarde ma feuille. Alors, un mot pour 2020. Introspection. C'est très introspectif comme année. Hein. Bah, c'est vrai que ça, d'être finalement dans cette position de confinement, ça m'a quelque part un peu obligé à revoir pas mal de choses sur moi, sur mon rapport aux autres, mon rapport au travail. Et donc, ouais, je dirais introspection, clairement. Un mot pour le Covid-19. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire dégage. Tu sais, quand j'ai écrit ton interview, je me suis dit, quand est-ce qu'un des artistes va dire le mot dégage? C'est vrai, c'est ça. On a tous envie qu'il se casse. Ah bah là, oui, je pense qu'on a tous envie de lui dire, bon bah maintenant, il serait peut-être temps de dégager parce que voilà, tu nous pourris bien la vie, donc merci, au revoir. Voilà. Et un mot pour l'avenir. J'ai envie de rester optimiste, j'ai envie de dire espoir. Okay. Bon, voilà, j'espère que, voilà, clairement, il y aura un avant, il y aura un après, c'est sûr, mais j'espère que dès cet après, on va ressortir, en tout cas, grandi, unis. Voilà, j'espère qu'on va, voilà, et juste la possibilité de pouvoir faire notre travail et de pouvoir redonner un peu d'évasion aux gens. Je pense que après toute cette période, les gens auront vraiment besoin d'évasion, auront besoin d'aller dans les musées, d'aller au théâtre, d'aller voir des films, et on sera là et on sera présent, et j'espère que ça repartira de plus belle du coup pour offrir ça à tout le monde, quoi. C'est ça. On a tous hâte de retrouver la scène et le public. Donc, un grand merci, Yves. Bah Et écoute, puis, voilà, je te souhaite le meilleur. Et j'ai hâte, quand je continue à regarder des séries, je suis sûre que je vais t'entendre à un moment. Et ça me fait toujours plaisir de dire ah, mais je connais toi. En tout cas, je Donc, sais que tu es très forte. Hein. Souvent, la plupart du oui, temps, je sais que tu m'as reconnue dans des choses où. Et je t'avais prévenu à l'avance, donc tu as c'est ça. finalement une bonne oreille pour me reconnaître. Donc là-dessus, je te fais confiance. Un grand merci. Je te souhaite une bonne soirée. Et pour Merci ceux à qui nous ont suivis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec Paul Minro, humoriste. À dimanche prochain. Salut Yves. Salut, merci à toi. Bye. Bye.